Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre au quatrième argument de Ley contre la démocratie, à savoir que les citoyens sont irrationnels. Alors, pour commencer, écoutons le début de son argumentation. Argument 4. Les citoyens sont irrationnels. Imaginez que vous soyez jugé pour un crime que vous n'avez pas commis. Votre sort sera déterminé par un procès, et en particulier par le jury du procès. Sauf que, avant que le procès ne commence, les 9 jurés vous regardent droit dans les yeux et vous disent qu'ils ne liront pas votre dossier, qu'ils n'écouteront pas votre défense, que leur décision est déjà prise, qu'ils ont vu votre gueule et clairement, vous avez une gueule de coupable. Je pense que vous trouveriez cette forme de justice injuste. Sauf que selon le philosophe Jason Brennan, ce type de procès est une parfaite illustration de la démocratie telle qu'elle est pratiquée à travers le globe. Bon, premièrement, il existe des tribunaux avec des jurys composés de citoyennes et de citoyens. Et la description qu'en fait Ley ici me paraît tout à fait caricaturale. Mais j'aimerais tout de suite aborder un deuxième point, c'est que les jurys, lorsqu'ils sont des experts, des juges attitrés, ont aussi leurs biais. Par exemple, selon une étude, les juges professionnels auraient donneraient des jugements plus favorables lorsqu'ils commencent leur journée et puis après, juste après leur repas, que plus tard. Là, je vous donne un graphique qui vient d'une étude où vous voyez des jugements très favorables au début de la journée et après chacun des deux repas. Et puis ensuite, alors, ça diminue vraiment drastiquement pour arriver presque à zéro euh, longtemps après le repas. Donc ça veut dire que aussi des juges professionnels ont des biais. Si vous voulez savoir plus sur cette étude, je vais mettre un lien sur cette page. Donc il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de comparer la démocratie avec un autre système. Si on a montré que la démocratie a certains défauts, on n'a toujours pas montré qu'il est pire que notre système. Mais écoutons la suite de l'argumentation de Ley. Comme l'explique très bien Stéphane sur Homo Fabulus, nos choix poétiques sont un jugement de faciès effectué en 100 millisecondes. Bon, nos choix politiques sont un jugement de faciès effectué en 100 millisecondes. Bon, ils doivent probablement parler là des élections, donc quand on vote pour un candidat. Parce que quand on vote sur un sujet, là, il y a pas vraiment de visage, hein. Si vous devez voter, si vous voulez augmenter les impôts ou baisser les impôts, ben, il y a peut-être des visages de ceux qui sont en faveur de l'augmentation ou en faveur de la baisse, mais là, c'est pas une seule personne, il y a tout un groupe qui est pour augmenter les impôts, tout un groupe pour les baisser. Et là, je vois pas très bien le visage de l'impôt, je dois dire. Donc, ça doit pas être les choix politiques, mais j'imagine que les voulait dire euh, les élections, nos choix lors des élections. Ensuite, en 100 millisecondes, bon, 100 millisecondes, c'est un dixième de seconde. Pourquoi est-ce qu'on dit pas un dixième de seconde plutôt que 100 millisecondes? Est-ce qu'il veut dire que c'est 100, là, c'est la précision à la précision du milliseconde que c'est 100 millisecondes et pas 102 millisecondes? Euh, mais passons. Ce qui est plus important, c'est la phrase de Ley donne l'impression, voilà, on a fait notre jugement en 100 millisecondes et c'est fini. Et c'est décidé. Parce qu'évidemment, on peut imaginer qu'on a une première impression, ça c'est assez vraisemblable, un premier jugement très rapide, finalement on doit être on a évolué, l'espèce humaine a évolué dans des circonstances où il y avait des dangers qui venaient de partout et certainement que
l'être humain est câblé pour prendre très rapidement des décisions, mais ou se faire très rapidement une impression de la situation. Donc on peut imaginer qu'on ait très vite effectivement une impression, mais la vraie question c'est de savoir est-ce qu'on révise cette impression une fois qu'on a de nouvelles informations ou est-ce qu'on la révise pas. Et là, comme Lé en parle, on a l'impression en 100 millisecondes, notre opinion est faite et ce sera ça et c'est terminé. Si on va sur Homo Fablus, la chaîne à laquelle nous renvoie Lé pour plus d'informations, on voit que si on se base uniquement sur la photo des candidats, ça permet de prédire qui va gagner avec une probabilité d'environ 70% d'être juste. Donc c'est en fait assez surprenant, c'est beaucoup, c'est assez énorme, mais c'est quand même pas 100%. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui jouent. Donc si on avait tiré, s'il y a deux candidats et que vous tirez au hasard, vous avez 50% de tomber juste. Si vous vous basez sur la première impression que vous avez en regardant la photo, vous avez 70%, donc nettement plus de probabilité que par le hasard d'être juste. Mais être toujours juste, ce serait 100%. Donc on est quelque part au milieu. En regardant les photos, on est quelque part au milieu, un petit peu plus du côté du hasard que du côté de la prévision parfaite. C'est une étude que je connaissais pas et je dois dire que c'est assez surprenant et assez impressionnant en fait. Mais c'est quand même pas 100% et ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses qui jouent. D'ailleurs, on sait bien, le jour de l'élection, déjà les sondages sont pas toujours, ça tourne pas toujours comme l'avaient prévu les sondages. Donc il y a d'autres choses qui comptent et d'ailleurs certains auteurs qui ont travaillé sur ces questions d'image prennent aussi en compte l'impact économique et des choses comme ça. Donc l'impact de la situation économique sur le résultat des élections et d'autres choses comme ça. Donc une fois qu'on voit que c'est 70% de probabilité, on peut aussi se demander exactement qu'est-ce que c'est qui se passe avec ces images, avec ce jugement d'après le visage. Et puis bon, une possibilité, c'est qu'on est câblé sur juger très rapidement, et puis après on a la peine enfin on met à jour partiellement, mais on a la peine à mettre complètement à jour notre première impression suite aux informations qu'on reçoit. Ça c'est une possibilité. C'est celle qui est généralement évoquée. Mais on peut imaginer d'autres possibilités. Une première possibilité, c'est que donc il faut avoir au fond, vous avez une sorte de visage idéal qui inspire confiance. Et puis, mais ça suffit pas puisque ça explique seulement 70%, donc vous devez aussi avoir d'autres qualités. On peut imaginer que le parti le plus puissant, qui a le plus d'adhérents, et donc le plus grand réservoir de personnes où choisir ses candidats, trouvera plus facilement quelqu'un qui a des qualités requises, tout en ayant un visage aussi près que possible de l'idéal. Parce que à la base, c'était déjà le plus grand parti, le parti le plus important. Ça serait une explication un peu alternative. Puis il y en a certainement d'autres. Par exemple, on peut imaginer que si vous avez une élection présidentielle avec deux partis, disons les démocrates et les républicains, et puis si vous avez l'axe gauche-droite, et puis les électeurs ont des préférences sur cet axe, vous risquez d'avoir une tendance à essayer de se rapprocher du centre, parce que quand vous êtes au centre, si vous êtes trop éloigné du centre, ben c'est votre adversaire qui risque
de gagner tous tous les électeurs du centre. Donc il y a une tendance à se rapprocher, pour les deux candidats, à se rapprocher du centre. Et ça peut avoir pour conséquence que les positions des deux candidats, les positions politiques, les positions des genres de politique qu'ils proposent, sont finalement très très proches. Et à ce moment-là, si elles sont très 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 proches, ben c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, c'est un peu égal. Qui est élu, de toute façon, ce sera la même politique. Euh, et puis à ce moment, il peut y avoir alors des choses secondaires comme le visage qui deviennent, qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est une explication où paradoxalement, euh, les traits du visage deviennent déterminants justement parce qu'ils sont moins forts que la question des positions politiques. Voilà. Mais si on prend ce résultat quand même de l'importance de la première impression sur l'image du visage, au fond, c'est un argument pour ne pas accorder trop de pouvoir aux élus, puisqu'ils sont en partie élus sur leur visage, à la tête du client, comme on dit. Donc, il vaut mieux ne pas trop leur donner de pouvoir. De toute façon, indépendamment de ces études sur le visage, indépendamment de ça, il y a beaucoup d'arguments pour lesquels il vaut mieux ne pas trop leur donner de pouvoir. Donc je dirais, si on choisit le fait qu'on choisirait en 100 millisecondes son président, au fond, ça a un argument supplémentaire pour ne pas avoir un président qui a trop de pouvoir. Donc, et puis alors de conserver, donc si le président a moins de pouvoir, et puis je suis pas en train de dire qu'il faut donner tout le pouvoir au Parlement, parce que le Parlement c'est aussi des gens élus, donc ça veut dire que le peuple lui-même, c'est un argument pour que le peuple lui-même conserve du pouvoir pour décider sur des sujets. Et là, l'avantage, c'est que quand vous avez une votation sur des augmentations d'impôts, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est plus tellement, il n'y avait pas un visage pour l'augmentation d'impôts. Donc, ces effets-là jouent pas ou jouent moins. Donc merci Lé pour cet argument supplémentaire auquel j'avais pas pensé, je dois dire, cet argument supplémentaire pour la démocratie directe. C'est pas qu'on en avait vraiment besoin parce que ben, il y avait déjà suffisamment d'arguments pour la démocratie directe, mais ça fait toujours plaisir qu'on nous en fournisse un supplémentaire. Alors je suis sûr que vous avez tout plein d'arguments pour justifier vos positions politiques. Mais comme l'explique Jonathan Haidt, notre intuition prend position bien avant que notre raison se lance dans un raisonnement motivé et ne collecte que les arguments qui confortent notre intuition. Et il ne s'agit pas uniquement de notre attitude vis-à-vis de politiciens. Dans tout plein de débats de société, nous prenons position bien avant de nous intéresser aux détails du débat. Bon, peut-être que si nous prenons position rapidement, c'est parce que on a déjà réfléchi. Donc, si on nous pose une question sur un sujet, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Tout de suite, tchac, vous avez peut-être une réponse en tête. Si on mettait un appareil pour voir dans votre cerveau, on verrait, ah oui, tout de suite, la zone, il y a une zone du cerveau qui a l'air de savoir quelle est la réponse. Et puis ensuite, alors, on cherche des arguments. Donc c'est peut-être parce qu'on avait déjà réfléchi avant. Une autre possibilité, si c'est une nouvelle question sur laquelle vous avez encore jamais réfléchi, ce qui est possible, ce qui se passe, j'en sais rien, mais ce qui est possible, c'est que vous avez une sorte d'espace des questions sur lesquelles vous avez déjà des positions, et puis cette nouvelle question sur laquelle vous avez encore jamais réfléchi,
qu'on vous pose, elle vient vous la situer dans cet espace. Enfin, très rapidement et de façon inconsciente, en fait, elle se situe, disons, dans cet espace. Et après, vous allez avoir une position très rapide. Donc là, je parle d'une question politique et plus de simplement d'élection, d'élire, donc l'élection d'un candidat, mais d'une question politique. Et donc, elle se situe très rapidement quelque part dans votre espace des questions. Et puis, votre position, en tout cas initialement, votre position, disons, presque instinctive que vous aurez sur cette question va dépendre des positions que vous avez prises sur les questions voisines. Vous voyez, vous avez un espace de questions avec des nombreuses questions sur lesquelles vous avez déjà une position. On vous pose une nouvelle question sur laquelle vous n'avez jamais réfléchi. Elle se situe très rapidement dans cet espace. Et très rapidement aussi, vous voyez les questions voisines. Est-ce que vous avez été plutôt pour ou plutôt contre? Et puis, ça va déterminer votre réaction quasi immédiate, enfin très rapide, sur cette question. Et donc, ça, c'est juste une explication que j'imagine pouvoir expliquer comment on peut prendre une position si rapide, avoir une impression très rapide sur un sujet. Et puis ensuite, si vous devez expliquer votre position, vous allez certainement vous inspirer justement des questions voisines vous allez vous inspirer des questions voisines et puis voir quels étaient les arguments dans les questions voisines et puis au fond les utiliser pour cette question-là ou voir si vous pouvez les utiliser pour cette question-là. En vous disant a priori que si cette question elle est proche des questions voisines, ben, les arguments qui vous auront fait décider dans une certaine direction pour les questions voisines, ben, vous feront aussi décider dans la même direction pour cette question-là. Ça expliquerait pourquoi après ça prend un peu de temps pour trouver des raisons pour lesquelles on a cette position. Mais ça ne veut pas dire non plus que cette position initiale est inaltérable. Elle pourrait tout à fait changer. En particulier, ce qui peut se passer, c'est que vous voyez que la question, quand elle s'est située dans votre espace des sujets sur lesquels vous aviez pris position déjà, cette question, elle s'est peut-être mise au mauvais endroit. Vous avez peut-être jugé qu'en fait, elle n'est pas là, elle est plutôt ici. Et puis alors, si elle est ici, elle a peut-être d'autres voisins. Et si ces autres voisins vous amènent peut-être à avoir une autre impression sur la bonne position pour cette question. Et ça, c'est ce qu'on appelle le framing, donc la façon dont on présente la question. Par exemple, si vous avez affaire à quelqu'un qui est libéral du point de vue des mœurs, et puis mais par contre du point de vue économique, qui veut des choses très régulées, et puis que votre projet est d'augmenter, de rendre quelque chose plus libre, disons, d'enlever des limitations à la liberté. Alors quand vous présentez, quand vous formulez votre question, si vous voulez convaincre cette personne, vous avez intérêt à la formuler d'une façon que ça ressemble plutôt à une question de liberté de mœurs plutôt qu'à une question de liberté économique pour cette personne-là. Donc là, c'est une question de framing. Mais si vous vous changez un peu les choses pour le mettre là où ça vous arrange, disons comme une question de mœurs, et la personne après réfléchit un peu plus et regarde, une fois qu'elle connaît le dossier, elle se rend compte que non, mais c'est en fait beaucoup plus semblable à des questions de liberté économique, et ben elle risque tout à fait de réviser sa première impression. Mais quel que soit ce qui se passe exactement,
Euh, je crois que ça reste vrai qu'on est capable de modifier sa première impression sur un sujet. Vous avez certainement vous aussi fait l'expérience d'avoir une position initiale sur un sujet, et puis après en réfléchissant vous-même, d'être arrivé à la conclusion que ben, vous avez changé votre position. Spontanément, simplement en réfléchissant vous-même. Euh, mais même si on admettait que les gens sont incapables de changer leur position eux-mêmes, euh, spontanément, il reste le débat. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas spontanément tendance à chercher des contre-arguments contre ce que vous pensez déjà, vous allez rencontrer des gens qui ont d'autres positions, et puis là, il peut tout à fait y avoir disons, un enrichissement où dans le débat, vous devez prendre en compte certains arguments euh, qui vous qui vous conduisent à changer votre position. Et c'est un peu ce que dit en fait Hyde dans le passage. Donc Hyde, c'est le professeur les, auquel les se référait tout à l'heure. Et je vous laisse écouter ce qu'il dit dans le passage suivant. We're really bad at disconfirming our own ideas. It's very hard to do that. But you put your ideas out there, and then everyone else is motivated to challenge them. And so if you put us together in the right way, the truth comes out. And so adversarial systems of law, journalists know this, they have to listen to both sides, scientists know this, social scientists should know this. Hyde donne l'argument du débat. Juste pour le contexte, je l'ai prise dans une vidéo où il critique au fond les universités, en tout cas américaines, de manquer de diversité, en tout cas pour les questions de sciences sociales, de manquer de diversité, ce qui fait qu'ils ont de la peine à avoir ces débats et donc à s'approcher de la vérité. Donc là, c'était au fond une critique des sciences sociales, ce qui montre que aussi les experts peuvent avoir des problèmes à remettre en cause leur impression initiale. Écoutons la fin de l'argumentation de Lay sur l'irrationalité des citoyens. Sauf qu'à l'instar des décisions d'un jury, les décisions démocratiques ont des conséquences graves. Elles correspondent à l'autorisation d'utiliser la force, typiquement via les forces de l'ordre, pour obliger les citoyens à se soumettre à la volonté démocratique, y compris lorsque cette volonté démocratique est irrationnelle. En démocratie, nos concitoyens ont un droit de vie et de mort sur nous, et ils ne prendront pas le temps de réfléchir à notre sort. Il y a effectivement des décisions communes à prendre dans un contexte où il n'y a pas unanimité. Il y a des décisions graves à prendre, et ça, c'est pas la faute de la démocratie, c'est simplement comme ça. Il y a des décisions à prendre. Et il n'y a pas de raison de penser que le peuple soit plus irrationnel que d'autres. C'est-à-dire ces décisions qui doivent être prises, elles seront bien prises par des êtres humains avec leur irrationalité, que ce soit de simples citoyens ou des experts. Donc, tant qu'on n'a pas montré que les citoyens sont plus irrationnels que d'autres, ou ce n'est pas un argument qui plaide pour un autre système que la démocratie, et d'autre part, même les citoyennes et les citoyens étaient plus irrationnels, il resterait vrai que les grandes décisions, les choix de société, c'est aussi et surtout des questions de valeur, et que il peut être préférable d'avoir des gens qui sont moins parfaitement rationnels, qui prennent des décisions en fonction de leurs propres valeurs, plutôt que de confier ça à des hyper rationnels, mais qui ont peut-être d'autres valeurs et qui vont simplement faire des choix de société qui correspondent à leurs propres valeurs. Et puis, comment ça se fait que la situation en Suisse n'est pas complètement catastrophique? Finalement, les Suisses prennent énormément de décisions, ils élisent des gens, mais ils prennent aussi des décisions sur des sujets. Comment ça se fait que la situation en Suisse ne soit pas complètement catastrophique? Alors,
Une première explication, c'est que les gens sont peut-être pas aussi rationnels qu'on veut bien le faire croire. Je crois qu'il y a deux erreurs à éviter. La première, c'est de sous-estimer l'irrationalité des gens, enfin, et de soi-même notamment. Et la deuxième, c'est de surestimer cette irrationalité. Et deuxièmement, même dans la mesure où il y a une grande irrationalité, il faut voir que les conséquences de cette irrationalité ne sont pas forcément aussi importantes à la mesure de la taille de l'irrationalité. Je vais peut-être prendre un exemple pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Imaginez un pays où il y a 40% de gens qui vont toujours voter à droite. Les propositions de la droite, ils vont même pas réfléchir, c'est instinctif. Ils votent toujours pour les propositions de droite et jamais pour les propositions de gauche. Puis vous avez 40% qui votent toujours pour les propositions de gauche et jamais pour les propositions de droite. Et donc dans les deux cas, c'est des gens qui réfléchissent jamais. C'est simplement automatique. Ils votent toujours du même côté. Donc 40% à droite, 40% à gauche, et puis vous avez encore les 20% restants qui, eux, réfléchissent. Et puis qui votent de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche. Eh bien, au total, c'est ces 20%-là qui vont faire la décision. C'est-à-dire que si la majorité de ces 20% décide de voter à droite sur un sujet, eh bien ça va avec les 40% de ceux qui votent toujours à droite, ça va faire la majorité. Et puis si la majorité de ces 20% décide plutôt de voter à gauche, ben ça va faire la majorité à gauche. Donc vous voyez dans cet exemple que bien qu'il n'y ait que 20% de la population qui réfléchit, eh bien c'est quand même eux qui déterminent le résultat final, ce qui fait que l'irrationalité n'a pas un impact aussi grand qu'on pourrait l'imaginer a priori. Donc ça c'est une deuxième raison. Donc les gens ne sont pas forcément aussi rationnels que certains veulent nous le faire croire, mais deuxièmement cette irrationalité n'a pas nécessairement un impact aussi grand qu'on peut l'imaginer. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous retrouverai pour une prochaine vidéo consacrée au prochain argument de Lé.